Bonjour, nouveau numéro de Mégatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande si la crise énergétique que nous vivons est un phénomène qui est ponctuel ou bien plus durable. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bon, on a une flambée des prix de l'énergie qui d'ailleurs a commencé avant la guerre en Ukraine. On blâme souvent la guerre en Ukraine. Déjà avant, il y avait une pression sur les prix de l'énergie. Cette composante-là liée à la guerre en Ukraine et l'impact que ça a eu sur le pétrole, sur le gaz, sur l'électricité, on se dit que c'est ce qu'on appelle du conjoncturel, mais parfois le conjoncturel peut durer aussi. Effectivement, vous avez tout à fait raison de rappeler que la hausse des prix de l'énergie a commencé avant la crise en Ukraine. C'était des conditions climatiques qui avaient perturbé notamment l'approvisionnement en énergie renouvelable et donc obligé à pomper un peu dans les réserves de gaz. La crise en Ukraine a effectivement rajouté beaucoup de tensions sur ce marché du gaz européen et on voit que les répercussions sont finalement mondiales puisque vous avez une tension par manque de matière qui fait que ça entraîne une accélération des prix et donc des reports des quantités produites d'énergie d'un peu partout dans le monde vers l'Europe pour essayer d'assouvir, je dirais, les besoins d'énergie en Europe. Donc on voit cette situation un petit peu complexe qui est en train de s'installer. Que va-t-il se passer ? Alors, sur le plan de la guerre, nous n'en savons rien. Toujours est-il que les relations diplomatiques avec la Russie me semblent être durablement rentrées dans une phase de glaciation assez marquée, et donc on ne retournera pas vers le gaz russe très vraisemblablement. Donc ça veut dire qu'une énergie pas chère, bon marché, telle qu'on l'a connue, abondante et bon marché, c'est fini ? C'est fini, oui, c'est fini. Puisqu'on se coupe d'une partie guerre ou pas guerre d'ailleurs en Ukraine. Guerre ou pas guerre, parce que maintenant c'est terminé, on a fait le pas et vraisemblablement on ne retournera pas. De sortir de la dépendance au gaz russe et à l'énergie russe. Ça c'est fini et donc on va passer à une nouvelle étape. Et en fait ce passage, il vient, je dirais, percuter le grand phénomène de la transition climatique qui déjà nous avait mis depuis 2020, c'est pas d'aujourd'hui la problématique de la transition. Mais la guerre en Ukraine accélère cette transition. Elle nous oblige, parce que quand on n'a plus de quantité, on en est à parler de réduction d'activité. Vous avez des industries qui sont obligées de fermer parce qu'elles n'ont pas la quantité de gaz ou parce que le prix de ce gaz est tellement cher qu'elles ne sont plus rentables. Donc on est quand même dans une phase d'extrême tension aujourd'hui. Sachant qu'il y a le Covid, il y a les coûts de transport, il y a la volonté de rapatrier des bouts de production un peu partout dans le monde, pour des questions de souveraineté d'ailleurs souvent économiques. Et certains disent que tout ça met un coup d'arrêt à la mondialisation qui pendant des années a été désinflationniste. Donc effectivement. On perd cette force-là ? On perd également cette force-là. Là, nous avons cette question géopolitique en Europe, mais on voit bien que derrière, il y a tout un mouvement qui est en train de se mettre en place, notamment avec la Chine et les affrontements entre les États-Unis et la Chine qui sont en train de passer d'une guerre commerciale à une guerre technologique. Tout ceci est en train de nous montrer une espèce de... C'est vraiment le coup d'arrêt de la mondialisation et une nouvelle ère qui s'ouvre avec une répartition des forces d'attractivité économique dans le monde. Et donc, à partir de là... Dans des pays où les coûts de production sont plus élevés. Un peu plus élevés, effectivement. Mais déjà en Chine, on avait vu monter les coûts de production. Ça donc il y avait tellement bas que... Voilà, et on délocalisait un peu plus loin à chaque fois. Ce mouvement-là, c'est terminé parce que la crise du Covid nous a montré qu'on ne peut pas dépendre entièrement d'un pays qui peut se fermer, totalement. Complètement. Et puis, le coût de l'énergie fait que les transports deviennent prohibitifs. Donc, vous récupérez... le fret maritime, les coûts du fret maritime ont baissé depuis. Oui, mais on reste au-dessus du niveau d'avant-crise. Ça, c'est vrai. Donc, c'est quand même une nouvelle donne. Et puis, il y a un problème de sécurité des États. Quand vous dépendez entièrement d'un fournisseur, vous mettez dans les mains de ce fournisseur. On est en train de réaliser, notamment, je pense à la question des métaux rares, on n'en parle pas beaucoup, mais la Chine détient un quasi-monopole
ou de l'exploitation Des ou de la terres rares. production des terres rares. Dont on en a besoin pour nos batteries, on en a besoin pour toute notre transition climatique d'ailleurs. Voilà. Et justement, cette transition climatique énergétique qui s'accélère, elle est elle aussi inflationniste. Ça peut paraître bizarre pour le commun des mortels qui nous regarde, qui se dit le vent, le soleil, ça coûte que dalle. Hein. Il faut expliquer qu'en fait, ça coûte monstrueusement cher. Ça coûte très très cher. Pourquoi D'abord, il y a des technologies à mettre en place, donc à développer. Donc c'est de la recherche et du développement. Ce sont des dépenses qu'il faut arriver à mutualiser. Quelles dépenses pour les qu'on rendre. comprenne. Parce qu'on se dit encore une fois, le La soleil. recherche. Quand vous payez un chercheur, c'est pas un ouvrier, le coût n'est pas le même. Et puis il y a les infrastructures. Après, une fois que vous avez mis en place votre recherche. technologie, il faut développer les infrastructures. On le voit bien, la voiture électrique, on a décidé de se développer dans ce domaine-là. Il faut installer les bornes électriques partout dans tous les pays. C'est des coûts d'infrastructure et d'installation qui sont extraordinairement élevés. On n'a pas complètement terminé tout le développement, notamment le stockage, la problématique du stockage de ces énergies renouvelables. On est encore en phase de recherche. Donc, vous voyez, il y a énormément de coûts d'entrée dans une nouvelle technologie. Et donc, le coût d'entrée de la transition climatique va être important et durablement important. Et on est en milliards d'euros pour le coup. On parle aussi de la construction de nouvelles centrales nucléaires de nouvelle génération. On parle encore une fois aussi d'adapter tout le système productif, toutes les industries à ces énergies renouvelables. C'est des milliards d'euros d'investissement, des dizaines, des centaines à la fois d'investissements publics et privés. Et c'est tout l'objet des plans européens, notamment, que nous connaissons un peu plus, avec ces projets d'intérêt commun qui mêlent un investissement public, donc en l'occurrence ici européen, donc qui conjugue tous les efforts possibles de l'ensemble des membres de l'Union européenne, avec des investissements privés, puisque ce sont des partenariats publics-privés sur un domaine de compétences. On en a beaucoup sur l'hydrogène, notamment, qui ont été votés. Un premier programme en juillet, un autre en septembre. On parle d'enveloppe globale entre 12 et 15 milliards. Donc c'est quand même beaucoup d'euros, pardon. Donc ce sont des sommes importantes. Et même les États-Unis, qui, on pourrait se dire, eux sont producteurs et exportateurs nets d'énergie, n'ont donc pas les contraintes que nous avons européens, puisque nous sommes importateurs nets. Eh bien, même les États-Unis se lancent dans ces programmes de long terme de financement de cette transition climatique. Qui va payer Oui, mais qui va payer tout ça ? Tous ces milliards d'euros d'investissement dans cette transition énergétique qui est nécessaire parce qu'il faut sauver la planète. Eh bien, alors, donc, les États émettent sur les marchés obligataires des obligations pour financer, pour lever du financement, et puis les entreprises privées de même. Donc vous avez une partie qui sera à la charge des contribuables, puisque les États font de la dette publique, mais c'est ce qu'on appelle de la bonne dette, puisque c'est de la dette d'investissement pour de la croissance de demain. Donc ça, c'est logique. Et puis, vous avez les entreprises qui vont répercuter une partie des coûts d'adaptation de leur modèle sur leurs prix finaux. Enfin, le citoyen, le contribuable et le client, souvent c'est le même. C'est souvent le même, je suis d'accord. Mais tout citoyen n'est pas contribuable. Donc voilà, enfin bon. Donc effectivement, le client final va payer la note à la fin. Et donc, cette crise énergétique, c'est un phénomène qui est ponctuel, mais qui est surtout durable, avec l'idée que dans l'inflation globale, il y a ce qu'on appelle la partie énergie, qui pèse d'ailleurs, je ne sais pas combien, 10-15%. C'est assez faible, c'est entre 5 et 10% selon les États dans l'indice, pour la partie purement essence, je dirais, et énergie. Mais derrière, dans tout prix industriel, dans toute fabrication, vous voyez, on parle beaucoup du lait, des coûts de fabrication du lait, avec le prix de l'énergie intervient là-dedans. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle le premier impact qui est sur la composante énergie pure, et puis après, l'inflation se diffuse. Dans l'économie, c'est ce que la BCE signale lors de ces derniers... Ce qui veut dire que derrière, on devrait avoir un rythme d'inflation, on ne retournerait pas vers un rythme d'inflation de 2%, qui est l'objectif des banques centrales, mais peut-être un niveau de 3-4% du fait de cette transition énergétique qui est intrinsèquement inflationniste. Alors, c'est vrai que les banques centrales avaient comme cible 2% pendant les 10 dernières années. On était toujours en dessous. Oui. On était entre 1 et 2. Et rappelons-nous, toutes les politiques monétaires mises en œuvre, c'était pour reflatter les économies. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, on est au-delà. Aujourd'hui, effectivement, alors on est aujourd'hui très au-delà, puisqu'on est à 10% d'inflation en Europe. Donc, et 8 aux États-Unis. Voilà, c'est très, très au-dessus.
il se peut que sur les 3-4 prochaines années, on reste sur un rythme d'inflation qui soit supérieur à 2, sans parler d'hyperinflation au-delà de 5, vous voyez, mais on pourrait rester sur cette tranche 2 à 4% d'inflation. Et quand on voit les prévisions d'ailleurs des banquiers centraux, on ne revient pas à 2, hein, en dessous de 2, on revient vers 2,4 pour 2024. Oui. Donc, et ce sont des prévisions au mieux qui n'intègrent pas tous ces phénomènes-là qui vont être très très lents à se répercuter sur la chaîne de... Voilà. Avant de se quitter, Laetitia, après il y a ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale des gens qui vont se dire mais ok, transition énergétique super, on sauve la planète, etc., on va pour mieux respirer, mais derrière on ne pourra pas tous se la payer. Pour certains, ce sera insupportable. D'où les politiques budgétaires mises en œuvre à destination des ménages les plus modestes, des entreprises, des PME qui ne peuvent pas assumer les coûts. Vous avez notamment, là encore, l'Europe qui annonce un déblocage de l'ordre de 40 milliards qui sera destiné aux aides pour les ménages, d'accompagnement. Ces aides vont être, je pense, renouvelées régulièrement pour accompagner cette transition climatique. Oui, mais ça relève de la politique budgétaire, effectivement. C'est vraiment l'objet. Bon, merci beaucoup. Explication signée Laetitia Baleski. Merci Laetitia. Merci. Et Megatrend revient dans 2 semaines, bien sûr, ici chez vous, sur Boursorama.